Chers écrivains, bienvenue. Vous venez de pousser la porte du club où on discute d'écriture sans filtre. Je m'appelle Chris Vuklizevic, je suis autrice et j'ai réuni avec moi dans ce club 4 de mes amies écrivaines. Ensemble, on discute sans tabou de nos inspirations, de nos méthodes, mais aussi de nos doutes, de nos galères, bref, de tout ce qui fait la fabrique littéraire sans cacher ses côtés les moins glamour. Alors prenez un thé chaud, attrapez votre meilleur plaid et bienvenue au club. Et bienvenue à la 24e réunion du club. Je suis comme d'habitude avec Léa. Coucou. Marie. Hello. Laetitia. Coucou. Et Laure. Salut. Et aujourd'hui, on va parler des recherches qu'on fait sur nos romans pour les rendre plus cohérents et crédibles. Mais avant ça, on va vous parler de ce qu'on a fait au mois de mai, côté écriture, côté salon du livre aussi. Et on va vous donner une recommandation qui donne envie d'écrire. Alors, comme vous pouvez l'entendre, ma voix est un petit peu cassée. Je crois que Laetitia n'a plus énormément de voix non plus. On rentre à peine des Imaginales. Là où on enregistre, je suis rentrée il y a à peine quelques heures. Donc, gros festival d'imaginaire pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'était un peu la folie pendant plusieurs jours. On y était toutes ensemble. Et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à venir nous voir. J'étais en dédicace pendant les 4 jours et j'ai eu plein d'entre vous qui êtes venus me voir pour me dire que soit vous m'aviez connu grâce au podcast ou qu'en lisant mes livres, vous avez connu le podcast et que vous adoriez. Il y en a plein d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit les filles, mais qui m'ont dit que c'était leur podcast préféré d'écriture en fait. Ouais. Et que justement le côté à plusieurs voix, plein de points de vue différents, juste comme une conversation tranquille, et bah, c'était aussi ce qui leur donnait envie de nous écouter et qui les motivait. Je ne sais pas vous si vous avez aussi des retours d'auditeurs et d'auditrices. Ouais, moi pour la première fois de ma vie, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Ça me rappelle ton discours, Chris, dans les allées du salon. Non, en vrai, c'était une. Alors j'ai mangé son prénom parce que je suis très nulle pour les retenir, mais une jeune fille qui était en stage aux Imaginales et qui fait le salon tous les ans, qui est bénévole, je crois, et qui m'a arrêté en me disant oh là là, tu fais partie du podcast et tout. Et il y avait Laetitia et Marie qui étaient à l'entrée de la tente. Du coup, je suis allée les chercher et c'était un trop cool moment. Voilà, trop bien. Ouais, je partage ce moment parce que du coup, moi, je suis arrivée aux Imaginales un peu en décalé pour des raisons d'indigestion. Sale histoire. Et ça fait partie des premières choses, je crois, que vous m'avez dites pour m'accueillir. Ouais, mais tu vas voir, il y a quelqu'un sur le salon et tout. Et elle est aussi passée quand moi j'étais derrière une autrice qui était en dédicace, enfin derrière mon autrice du coup qui était en dédicace. Et elle a dit ah, c'est toi et tout. C'est le moment de fame. Mais ouais, ça nous fait trop plaisir. Il y a aussi quelqu'un, je ne sais pas si c'est la même, mais qui m'a dit que c'était alors qu'elle s'identifiait le plus parce qu'elle écrit aussi de la fanfiction. Ouais. Donc c'est chouette. Du coup, ça a réchauffé mon cœur de cancre. Non, c'était chouette. Non, mais ça fait vraiment plaisir, ça nous motive aussi à continuer, de savoir que vous êtes vraiment, quoi, qu'on se fait plaisir et c'est cool, mais qu'on aide aussi vraiment d'autres écrivains à avancer. Et du coup, il y en a certaines d'entre vous qui ont écrit pendant les Imaginales, puisque je crois qu'à la base, le but, c'était aussi de faire un petit peu mi-retraite d'écriture, mi-table ronde, etc. Alors, qui a tenu le pari et qui l'a pas tenu? Moi, je l'ai tenu. Après, bon, en fait, je suis sur la fin de mon roman là, et du coup, en fait, pour l'anecdote, on loue un petit gîte depuis des années. Et du coup, je m'étais dit, ah, c'est bien, le matin, je vais me faire une petite matinée d'écriture et tout. Et j'ai fait l'erreur de relire ce que j'ai écrit pour continuer. Je suis au fond du seau là pour rien vous cacher. Donc, bon, j'ai hâte de finir ce premier jet pour tout casser, tout recommencer. Voilà, mais bon, j'ai écrit. Bravo, Marie. Moi aussi, j'ai écrit. Du coup, Marie et moi, on écrivait beaucoup en face à face. Et c'était hyper drôle parce que de temps en temps, on s'arrêtait, on échangeait un peu sur ce qu'on venait de faire et tout. Et moi, j'aime trop écrire comme ça avec quelqu'un et faire des petites pauses et papoter. Je trouve ça hyper motivant, en fait.
de voir quelles sont les petites galères qu'affronte l'autre ou au contraire quels sont les petits trucs sympas qu'il a réussi à faire. Moi, j'ai rebossé, en fait, j'ai pris 2 bouts de chapitres que j'avais écrits et je les ai combinés pour faire un seul chapitre. Enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, ces 2 bouts d'histoire que j'avais écrits et que je pensais être au début dans 2 chapitres différents pouvaient faire un seul chapitre. Et du coup, j'ai remis en forme et retravaillé ce chapitre et ça fonctionne plutôt bien, donc je suis contente. J'ai pas beaucoup écrit, mais j'ai fait un truc productif, quoi. Voilà. C'est l'essentiel, c'est ce qu'il faut se dire. Bravo. Et toi, Laetitia, alors, qu'est-ce que tu as écrit? Eh ben moi, j'ai rien écrit du tout. Je vais pas vous mentir, moi, les Imaginales, c'est mon moment de sociabilité, raison pour laquelle j'étais extrêmement frustrée d'avoir une extinction de voix terrible. Parce que pour moi, les Imaginales, c'est l'occasion de rencontrer, de retrouver plein de gens, toute la communauté du monde de l'imaginaire. Donc, j'avais emmené mon ordinateur, puisque les filles, je m'étais quand même dit, mais oui, bien sûr, je vais écrire le matin. Et en fait, arrivé sur place, moi, j'avais vraiment, vraiment envie d'aller voir les gens, quoi. Donc non, pour une fois, c'est moi la mauvaise élève. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi une auditrice qui m'a dit j'adore la voix de Laetitia, quand je vous regarde pas, c'est la seule que je reconnais vraiment quand elle parle. Ah ouais? Ouais. Carrément. C'est gentil. Mais là, du coup, on va pas reconnaître ma voix vu qu'elle est encore cassée. Ça va, tu l'as bien récupérée, je trouve. Ouais. Et Laure, toi, tu avais 2 bonnes excuses. Déjà, tu étais malade. Et 2, tu étais aussi là pour le boulot, t'accompagner une autrice dans le cadre de ton travail. Ouais, complètement. C'est vrai que c'était à la fois hyper cool parce que je suis contente. En fait, c'est la première fois que ma maison d'édition publie en imaginaire. On a publié là tout récemment, il y a 10 jours à peine en fait, un roman de fantasy. Donc très contente à la fois parce que c'est un domaine c'est un genre que j'aime, c'est un genre de prédilection que j'ai en tant que lectrice. Et en même temps, il y a ce truc de mais c'était bien quand c'était quand même un cercle perso plus que pro. Et c'est vrai que là, du coup, j'étais un peu entre les deux. J'ai beaucoup quand même accompagné du coup l'autrice sur le salon. Donc c'était des moments très chouettes, mais c'était juste pas ce que j'avais imaginé. Et en y repensant, je me suis dit, mais quand bien même j'aurais pas été malade, si je n'avais pas été malade, vraiment, j'aurais pas pu pour autant écrire avec vous comme je l'avais envisagé. Ou alors, vraiment, j'aurais dû mettre des règles du jeu plus claires sur le fait que non, dans ces cas-là, vraiment, je participe pas du tout professionnellement à ce salon, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà. L'entre-deux, c'est compliqué. Mais donc, j'ai pas écrit, mais c'était quand même chouette. Et je suis contente d'avoir réussi à venir malgré tout. Parce que le jeudi matin, quand je me suis réveillée malade comme tout, j'étais vraiment désespérée. Mais en fait, j'ai pu venir, donc c'est cool. Ton arrivée était quand même rocambolesque parce qu'on est allé te chercher à la gare d'Épinal à genre minuit 10 et t'es arrivé avec une giga valise rouge pétant, remplie de je sais pas combien de kilos de livres qu'on a dû traîner derrière nous à minuit, telle une Cendrillon sortie du bal dans les rues d'Épinal, donc c'était assez rigolo. Toute chose, quelle est cette expression? À toute chose malheur est bon? Non, je sais. Est-ce que toute chose malheur est bon, ouais. Mais j'étais malade, mais grâce à ça, entre guillemets, j'ai pu faire un refill parce qu'on était en rupture dès le vendredi soir, en fait, de la nouveauté de Fantasy là qu'on sortait. Donc j'ai pu amener le vendredi soir un petit refill pour le samedi, même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais ouais, je suis arrivée à la faquise. Merci encore d'être venu me chercher. De mon côté, j'ai énormément écrit. J'ai fait environ 500 dédicaces. Donc, je ne sais pas combien ça fait en compte de mots. C'est beaucoup. Mais d'après mes calculs, j'ai fait, je pense, plus de 500 dédicaces. Et oui, parce que j'ai vendu 400 livres à peu près. Et je pense qu'il y a plus les gens qui sont venus avec leurs exemplaires perso. Donc j'ai énormément écrit. Voilà, c'est bon, j'ai fait mon compte de la semaine. Quelle star. Mais non, c'était trop cool parce que du coup, il y a eu des prix qui sont tombés là dans le dernier mois et que j'avais pas annoncé à l'épisode précédent. Donc mon roman du thé pour les fantômes a eu le Grand Prix de l'imaginaire que j'ai reçu à Montpellier. Bravo. Et la semaine d'après, le prix Imaginal. Et donc, j'ai dû faire 2 discours. C'était très stressant. J'ai aussi écrit des discours. Et ça, c'est voilà ce que j'allais dire. Ouais.
Et les tables rondes qu'il a fallu préparer? Non, ça non. Ça va. En vrai, les tables rondes, enfin, comme c'est pas des sujets d'experts, on n'attend pas de nous qu'on soit experts sur les sujets du Oui. auteur. Je pense que si tu es interviewé comme je l'ai fait, hein, avec des historiens, anthropologues, psychologues, peut-être qu'il faut qu'ils révisent un petit peu pour dire des trucs. Nous, c'est sur nos œuvres, normalement, ça va, on connaît à peu près. Mm. Mais non, mais écrire les discours, franchement, ils m'ont pris quelques heures chacun parce que je voulais être sûre de... C'est pas évident, quoi. Là, ça doit pas être évident comme exercice. Parce qu'en plus, c'est un texte que tu dis à l'oral, donc j'imagine que ça s'écrit pas pareil que Ouais. chapitre. Et puis, c'est pas... T'es à la fois dans ta posture d'autrice parce qu'il faut qu'on te reconnaisse quand même dans ton discours. Tu vas pas juste dire, alors voilà, je remercie ma maman, je remercie mon papa. Et en même temps, c'est toi, vraiment, quoi. C'est aussi dans ton intimité, dans ce que tu vis vraiment de l'écriture, donc c'est particulier. Mais en tout cas, j'étais trop contente que vous soyez là. C'était chouette de vivre aussi ces moments avec vous. Et nous avons des dédicaces qui arrivent, Laetitia et moi. Donc Laetitia, rappelle-nous où tu seras. Alors, le 15 et 16 juin, on se retrouve en Savoie, du côté de Chambéry, dans la petite commune de Aiguebelette. Le nom est toujours aussi drôle. Oui. Dans une librairie particulière? Je sais pas Ah, pardon. Oui, pardon, c'est un salon du livre. C'est un salon du livre qui s'appelle Aiguebelettre, du coup. Et ça va être super. En vrai, il y a plein d'auteurs. Il y aura vraiment beaucoup d'auteurs d'imaginaire. Il y aura Élie Green, Adrien Thomas, Cassandre Lambert et plein d'autres. Donc, si vous êtes dans le coin, vraiment, n'hésitez pas à venir. C'est au bord d'un lac, donc ça va vraiment être super chouette. Trop cool. Et moi, je serai le samedi 8 juin, donc samedi prochain, si vous nous écoutez dès la publication de ce podcast, à Toulouse, à la librairie Comptoir du Rêve. Ce sera l'après-midi, j'ai plus les horaires exacts en tête, mais il suffit d'aller voir sur leur site ou leur Insta et c'est écrit. Et par contre, c'est sur inscription. Donc, voilà. Inscrivez-vous. Je crois qu'ils ont mis une jauge de 50 personnes, parce que j'ai que 2 heures de dédicace. Et aux dernières nouvelles, il m'avait dit qu'il y avait déjà 30 inscriptions. Voilà. Donc, juste sachez-le, ce que vous ne vous fassiez pas refouler, ce serait dommage. Et ensuite, tu vas dormir, non? Parce que c'est fou, t'enchaînes encore ce week-end, c'est intense. Non, alors là, au moment où on enregistre ce week-end, j'ai rien. Mais au moment où c'est paré, c'est le week-end prochain. Donc là, j'ai 2 semaines, entre guillemets, de pause. Bien mérité. Ouais. Bah, en plus, après Toulouse, donc j'ai Toulouse le samedi après-midi. Et le dimanche, je pars à Paris parce que le soir, il y a un dîner des libraires Cube, la box Cube, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une boutique littéraire et qui bosse avec plein de libraires. Et donc voilà, c'est leur dîner annuel et ils invitent quelques auteurs et j'ai eu la chance d'être invitée. Donc il y aura aussi ça le dimanche soir. Donc ce sera encore un gros week-end, mais après, plus rien jusqu'en septembre. Ouais. La reco qui donne envie d'écrire, c'est quelque chose qu'on a déjà toutes vécu ensemble, toutes les 5. C'est un concept qui s'appelle la veillée. C'est organisé par Patrick Beau, qui est le fondateur d'Axolot. Et d'ailleurs, peut-être que Léa, tu peux nous en parler toi, parce qu'il me semble qu'à la base, c'est toi qui nous l'as fait découvrir, si je me rappelle bien. Ah oui? Ouais, je pense que tu es fan de très Patrick bien. à la base. Oui, moi je suis super fan de Patrick Beau, qui est un formidable créateur de contenu sur Internet, qui est aussi un auteur de livres. Et lui, en fait, sa spécialité, c'est les anecdotes insolites, comme il dit tout le temps. J'essaye de le faire avec son ton, sa voix très grave et très suave. Et donc, en fait, sous plein de formes différentes, donc il a travaillé avec des auteurs de BD, il a fait des albums de BD, il a fait des livres, il a donc sa chaîne YouTube sur laquelle il aime mettre en scène des anecdotes. Il adore raconter des histoires insolites. Et donc, il a importé un concept qui, je crois, existait déjà aux États-Unis, qui s'appelle la veillée. Et donc, le concept, c'est plein de gens, des inconnus, des gens lambda, comme potentiellement des personnalités publiques, donc des gens connus, viennent, se réunissent dans une soirée et racontent une histoire extraordinaire ou particulière ou inspirante ou terrible qui leur est arrivée. Et donc, c'est vraiment le concept de la veillée d'autrefois, où on se réunissait autour du feu et chaque personne présente partageait son expérience de vie avec les autres. Donc, évidemment, ça ne se fait pas autour d'un feu dans une forêt, ça se fait sur une scène de théâtre, très souvent à Paris. Et voilà, les gens se relaient sur scène
pour nous raconter une histoire. Il y a des petits intermèdes musicaux entre chaque témoignage. Et ça peut être drôle, ça peut être hyper émouvant, ça peut être plein de choses différentes. Et c'est super, je trouve, de voir à quel point les gens recèlent des trucs formidables en eux, en fait, parce que beaucoup de ces personnes sont des inconnus et ils ont des trucs extraordinaires à raconter, quoi. Voilà. Notamment, tout était marqué, je crois, par celle de Bernard Werber. Oui, mais oui, c'est trop génial, faut en parler. C'est rocambolesque. Ouais, et c'est l'histoire de pourquoi il est devenu écrivain. Et c'est la toute première que j'ai écoutée, je crois. Je sais plus qui me l'avait envoyé, quelqu'un avait dû me l'envoyer ou m'en parler. Et en fait, Bernard Werber, ado, est parti en colo en Corse. Il n'était pas du tout, il écrivait peut-être un peu, mais il n'avait pas du tout l'intention d'en faire son métier à l'époque. Et il lui est arrivé un truc de ouf. Donc je vous spoile pas, allez écouter l'épisode. Et c'est ce déclic-là cette expérience-là qui lui a fait le déclic. En fait, je veux écrire. Voilà. Mais accrochez-vous à vos slips parce que c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les gens sensibles, on va dire plutôt. Voilà. Et donc on vous en parle parce que c'est plein de témoignages, d'histoires vraies, de parcours personnels, de plein d'horizons différents. Et je trouve que ça donne plein d'idées pour imaginer des personnages, des situations. Et pour si vous avez des personnages qui vivent des choses particulières, il y a tellement de témoignages que peut-être qu'il y en a un qui correspond et que ça vous aidera à faire vos recherches. Et là, transition vers le thème du jour. On va parler de comment se documenter, comment faire des recherches pour avoir un roman à la fin qui est cohérent, crédible et vraisemblable. Et ce, même si on écrit dans des genres de l'imaginaire, où on peut se dire, mais pourquoi donc faire des recherches sur des trucs qui ne sont pas réalistes, où on peut tout inventer. Voilà, comment utiliser les recherches, comment ne pas utiliser les recherches peut-être aussi, comment est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on a une organisation particulière, des ressources à vous partager. Et en fin d'épisode, on fera un petit jeu. On va chacune dire une recherche insolite qu'on a faite, que ce soit les mots qu'on a tapés sur Google ou le site qu'on a utilisé ou le livre, etc. Et les autres et vous-même, jouez chez vous, vous pourrez essayer de deviner pourquoi on a fait cette recherche qui semble n'avoir rien à voir avec rien et à quoi ça nous a servi. Alors c'est parti. Je voulais commencer par un sujet un peu plus large avant de resserrer, sur l'idée que faire des recherches, ça veut dire qu'on est en train d'écrire sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément, puisqu'on a besoin de s'informer. Sauf que parfois, on a déjà fait aussi une forme de recherche, sans que ce soit forcément conscient, à travers notre vécu, ou des choses qu'on sait déjà. Je sais pas, par exemple, si vous avez déjà fait de l'équitation, si vous écrivez sur les chevaux, finalement, c'est déjà une forme de recherche que vous avez faite parce que vous savez à quoi ça ressemble. Ou même, je pense à Laetitia avec son prochain roman qui a été annoncé aussi. Tu l'as pas dit, ça? Oui. Ton prochain roman paraît en septembre. Complètement oublié de vous dire, alors que c'est vrai que c'est une grosse news. Mon prochain roman, oui, ça s'appelle Maudite, la voix des ombres, et ça paraîtra le 6 septembre, donc toujours chez La Martinière, et dans toutes vos librairies, du coup. Et ça parle d'alpinisme? Ouais, effectivement, c'est un peu un mélange entre mes deux grandes passions, à la base, qui sont l'escalade et la fantaisie. Mais oui, comme finalement, c'est carrément de l'alpinisme, effectivement. Et donc voilà, c'était juste pour dire que toi, tu as déjà fait un petit peu ce genre de choses, donc tu as déjà en toi en fait les ressources qu'il faut. Voilà, alors que d'autres fois, on va devoir aller chercher les ressources en dehors de soi. Et donc, grande question philosophique à laquelle on peut répondre un peu rapidement. Est-ce que pour vous, on écrit bien que sur ce qu'on connaît, ce qu'on connaît déjà, ou ce sur quoi on va s'informer? Qui se lance? Léa, je te sens bien. Wow. J'étais en mode, c'est une question hyper complexe, gros stress et tout. non, mais je pense que c'est pas qu'on peut écrire bien ou mal sur ce qu'on connaît pas du tout, mais c'est juste que, en fait, au bout d'un moment, j'aurais vite plus grand chose à dire, je pense, si j'écrivais sur un sujet que je maîtrise absolument pas. Je pourrais essayer de me projeter, d'imaginer, mais je pense que mon imagination, elle aurait vite des limites, en fait, et que rechercher des expériences de gens qui ont vécu cette chose, je vais prendre n'importe quoi. Imaginons que je ne sache pas nager et que je sois jamais allée dans l'eau. Je vais pouvoir imaginer ce que c'est, mais c'est vraiment un exemple débile, mais voilà, c'est pour que nos auditeurs se représentent. Je vais pouvoir aller parler avec des nageurs. Enfin, moi, je vais pouvoir essayer d'imaginer, voilà.
mais ça va très vite avoir ses limites. Et par contre, si je vais parler avec des nageurs ou des nageuses, des gens qui savent nager, des moniteurs, j'en sais rien, là, je vais peut-être pouvoir mieux me représenter par empathie et par partage d'expérience ce que eux vivent. Je vais me dire, ah oui, là, ce qu'ils me décrivent dans le mouvement de la nage, moi, j'ai déjà pu vivre ça, j'en sais rien, en faisant un autre sport ou en étant dans mon bain et en ressentant la sensation de flotter dans un liquide. Enfin, voilà. Et je me dis, on peut écrire, on peut potentiellement écrire sur tout, mais je pense qu'on va plus loin en faisant des recherches. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez un avis complètement différent du mien ou... Ouais. Ça me parle ce que tu dis sur le fait que ça ouvre aussi des perspectives. Moi, parfois, j'ai fait des recherches et ça m'a inspiré des nouvelles choses pour l'intrigue des personnages. Et en fait, la réalité dépasse tellement, mais largement la fiction, Oui. que c'est vrai que ce qu'on va pouvoir inventer va être assez étriqué finalement par rapport au moment où on se confronte à une forme de réalité. Laure, t'allais dire quelque chose? Ouais, en fait, ça me faisait penser à une table ronde que j'ai écoutée aussi machinale. Figurez-vous, pas plus tard que hier. Parenthèse, normalement, toutes les tables rondes des Imaginales sont postées sur ActuSF en oui, vidéo. c'est vrai. Vous les écoutez, elles seront mises au fur et à mesure. Pardon, fin de la parenthèse. Ouais, du coup, c'était le sujet de la conférence, c'était autobiographie, enfin comment notre parcours nourrit ce qu'on écrit et va après toucher le cœur des lecteurs. Donc, on était déjà un peu sur ce truc de est-ce qu'on écrit ce qu'on connaît et du coup, l'autrice Amy Herman disait on encourage beaucoup à écrire sur ce qu'on connaît justement, mais qu'on est de fait, et c'est ce que tu disais, en fait, très, très vite limité parce de soi, à moins d'avoir vécu 12 vies, on n'a pas vécu grand-chose, on ne connaît pas non plus extraordinairement de choses. Donc, elle disait que, enfin voilà, elle avait suivi ce conseil-là, qu'elle avait écrit sur quelque chose qu'elle connaissait, mais elle était d'une petite ville où il se passait rien. De fait, elle était vite arrivée au bout du truc. Donc, il y avait eu besoin et que finalement, c'était aussi Elle l'a formulé d'une façon que je trouvais assez jolie, où elle disait que c'était son devoir finalement en tant qu'écrivain d'aller chercher d'autres histoires et d'autres choses à raconter, des choses qu'elle connaissait elle de fait à la base, peut-être pas forcément. Donc après, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on n'est pas besoin d'être expert d'un sujet pour écrire dessus, parce que je pense qu'il ne faut pas se mettre cette barrière-là non plus. Mais écrire sur quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, comme tu disais Léa, je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. En fait, on va vite arriver face à un mur, pas savoir quel fil tirer si on a envie de parler de l'eau alors qu'on n'est jamais allé dedans. Après, le bug de Laetitia est revenu, c'est bon, t'as débugué. ça dépend aussi de ce qu'on veut, du degré du sujet en fait. D'importance. Oui, voilà. Si tu veux effectivement écrire sur la carrière d'un nageur sans avoir jamais nagé ni rencontré de nageur, c'est compliqué. Mais si je pense par exemple je sais que par exemple avec Aurélie Wallenstein, on avait beaucoup discuté de Chien de traîneau parce qu'il y a dans un de ses romans, il y a tout un... Enfin voilà, l'histoire du livre, c'est tout un personnage qui fait tout un parcours en chien de traîneau et elle en a jamais fait de sa vie. Enfin, c'est pas obligé d'avoir testé soi-même. Enfin, sinon, heureusement en fait. Ouais, non, c'est sûr. Mais on parle plus de recherche, de s'informer. J'imagine que justement, Aurélie Wallenstein a dû beaucoup se renseigner sur les chiens de traîneau et tout, même si elle n'en a pas fait elle-même. Enfin, j'imagine. Mais après, elle se pose quand même la question de et si je veux écrire sur des dragons? Non, mais tu vois, il y a quand même une énorme part d'invention où en fait, on est obligé d'écrire sur des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on va connaître par l'imagination. Je ne sais pas si ça fait sens. Ouais, moi je suis super d'accord avec toi, Chris. Et en préparant l'épisode, je me suis dit, il y a vraiment deux formes de recherche. Il y a les recherches que tu vas faire à l'extérieur, c'est-à-dire tu vas récupérer de la documentation, discuter avec des gens, etc. Et il y a les recherches que tu vas faire à l'intérieur, c'est-à-dire construire ton propre système de magie ou imaginer tes créatures fantastiques ou construire le casse du siècle si ton truc c'est un thriller avec des voleurs qui doivent dérober un truc. Et pour moi, je sépare vraiment ces deux choses-là, genre la documentation, les recherches extérieures et tout le processus de recherche intérieure où du coup, ça va plus être vraiment stimuler ton imagination. Après, tu disais des dragons. Moi, je trouve ça... je sais que si je voulais créer une créature fantastique, j'irais voir comment fonctionnent un peu quand même les animaux du monde réel.
en me disant, bon, ok, qu'est-ce que je choisis pour mon dragon? Est-ce que c'est un dragon qui pourrait potentiellement fonctionner dans notre monde? Ou est-ce que c'est un dragon de fantasy? On s'en fout des lois de la physique dans cet univers. Il y a quand même ce petit truc. Bon, on va Toi, revenir là-dessus. Marika? Ouais. J'allais dire, on va on revenir va là-dessus revenir. en profondeur parce que justement, c'est une question de vraisemblance en fait au sein même de l'écosystème que tu as créé dans ton livre. Ouais. Mais tu as raison de te tourner vers Marie. Je sais pas si toi, Marie, qui ne t'es pas encore exprimée, tu as quelque chose à dire là-dessus ou pas? Ouais. T'as la suite. Non, en fait, ce que tu disais, Léa, par rapport au dragon, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai lu sur Miyazaki il y a quelques jours, où il parlait du dragon dans Chihiro, dans le voyage de Chihiro. Oui. Et je ne sais pas si vous voyez un peu comment il évolue, ce dragon, mais il a une façon de voler très étrange. Enfin, c'est pas du tout comme les dragons de fantasy, en mode il déploie ses ailes et c'est assez stable. Et en fait, Miyazaki, il disait que pour créer ce dragon-là, il avait beaucoup étudié comment les serpents pouvaient tomber. Et je trouvais ça hyper intéressant de se dire, bah, tu n'es pas obligé d'aller te documenter vers le référentiel basique de tout le monde, tu peux aussi aller chercher d'autres choses. Et ouais, voilà, c'était la petite anecdote que ça me faisait penser. Ouais, ou se tourner vers d'autres cultures parce que pour le coup, dans son référentiel asiatique, je pense que les dragons de Miyazaki, c'est plus les dragons du panthéon mythologique chinois qui ressemblent plus du coup à des serpents que les nôtres. Mais du coup, c'est intéressant de se dire, on peut aller voir comment dans d'autres cultures, telle créature ou tel animal est vu quoi, pour trouver d'autres manières. Ouais. Et de partir vraiment vers quelque chose qui existe. Pas de dire, bon, bah voilà, c'est un dragon qui ressemble à un serpent, mais il a des ailes, donc partons sur un truc qui a des ailes, mais de vraiment étudier les mouvements d'un animal qui existe. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Maintenant qu'on a un petit peu essayé de déblayer très largement le sujet, est-ce que vous faites des recherches pour vos romans ou est-ce qu'au moins vous avez l'impression d'en faire? Parce que du coup, petite anecdote, donc moi j'étais sur les Imaginales jusqu'à hier soir et j'avais pas du tout le temps de réfléchir à un sujet, donc j'ai dit aux filles qui rentraient ensemble en voiture, discutez entre vous dans le trajet retour et choisissez un sujet. Et donc je reçois leur message et elles proposent ce thème des recherches. Et je leur ai répondu, bah, trop cool, pas de souci, mais je vous laisserai parler parce que moi, j'en fais pas. Et en fait, Léa, tu m'as dit, mais si. Mytho. T'es allée aux archives de Nice, t'as fait ceci, t'as fait cela. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est vrai, en fait, j'avais pas du tout l'impression. Je me vois pas comme une écrivaine qui fait des recherches, quoi. Comme par exemple, je sais que Timothée de Fombelle peut le faire, ou d'abord, il se renseigne pendant, je sais pas, des mois, voire années sur un sujet avant de se mettre à écrire. Comme moi, j'ai pas du tout cette démarche, j'avais pas l'impression d'en faire. Alors vous, chacune, personnellement, comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Je me demande, mais c'est peut-être une question que tu avais mis après, mais je me demande si c'est une question du timing de la recherche qui te donne cette impression de ne pas faire des recherches. Est-ce que c'est le fait d'emmagasiner de la recherche au début, enfin que comme tu t'emmagasines pas cette recherche au début, mais que peut-être c'est plus au long cours, ça donne moins l'impression de recherche. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression de, pour répondre à ta question, de faire énormément de recherches non plus, mais en fait, c'est au fur et à mesure des choses que je vais aller que je vais me dire attends, comment est-ce que ça pourrait fonctionner, il faut que j'aille regarder telle ou telle chose et du coup j'en fais. Mais par contre ça m'est jamais arrivé de me dire tiens, j'ai envie d'écrire sur ça, du coup je vais d'abord faire de la recherche ou d'abord chercher un bouquin ou d'abord faire ci ou ça avant d'écrire. Ouais, Laetitia. J'ai vraiment deux phases un peu de recherche. J'ai vraiment une phase avant l'écriture en fait. Par exemple, donc du coup, je vais vous prendre l'exemple le plus proche de moi, donc c'est-à-dire sur le fameux roman Maudite qui sort en septembre, donc comme vous l'avez dit, qui est sur l'alpinisme. Du moment où j'ai su que je voulais écrire une histoire sur l'alpinisme, même si c'était de la fantaisie, j'ai regardé énormément de documentaires, j'ai lu des bouquins, j'ai lu des blogs d'alpinistes, j'ai écouté des podcasts et des témoignages de gens qui sont allés sur l'Everest et sur le K2 principalement. Et j'ai même ensuite regardé certains documentaires avec un carnet pour prendre des notes, donc c'est vous dire. Et donc tout ça, c'était avant, mais c'était aussi pour me nourrir d'images, de plein de choses en fait. Vous voyez, c'était c'est de la fantaisie, donc en soi, en plus, vous verrez qu'en vrai, ça respecte pas vraiment. Il y a de la magie et tout, donc ça respecte pas vraiment la vraie vie, bien sûr. Mais c'était aussi une source pour me nourrir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Me nourrir d'images, du son aussi. Enfin, vous savez, dans la piste, il y a de la glace, il y a les piolets qu'on plante dans la glace. Enfin, il y a tout un truc. Moi, j'ai une écriture. C'est pas moi qui le dis. On me l'a déjà dit que j'avais une écriture cinématographique et donc j'aime bien avoir tout ça en tête, quoi. Justement, on me disait, je l'ai pas vécu moi-même, mais j'aime bien
imaginer vraiment, quoi. J'ai même fait une expérience en VR. J'ai un casque de VR chez moi et j'ai regardé un truc en VR d'alpinisme. Trop Ce qui bien. va à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, du genre on n'a pas besoin de savoir pour écrire ce sujet. Mais après, c'est aussi que ça me passionne, donc j'étais un peu peut-être prise dans le gouffre aussi du truc à un moment. C'est le cas de le dire. Oui. Tu es tombée dans le gouffre. Marie, toi, tu te positionnes comment là-dessus? Euh, Alors moi, je pense que ça dépend du type d'histoire. Par exemple, là, le roman sur lequel je travaille, il se passe pendant la Belle Époque. Et alors moi, je suis nulle en histoire et je déteste faire des recherches. Donc, autant vous dire qu'il y a beaucoup de rues XXX et de à préciser et de tenues à préciser entre crochets parce que j'en sais rien. Et en fait, il y a tellement de strates à faire que pour le moment, je préfère essayer d'aller au bout de mon histoire et après ajouter de la cohérence historique. Donc voilà, moi je pense que je suis plus, pour ce projet-là, je suis plus documentation après. Et après, j'ai eu d'autres projets, par exemple les Rumeurs d'Issard, où c'était basé sur le système magique était basé sur les signes astrologiques. Et là, j'en ai bouffé. Enfin, j'ai lu tout ce que je pouvais dessus pour bien savoir, pour réussir à bien identifier tous les signes et aussi savoir ce que je gardais pas, comment faire un système de magie pas trop compliqué, malgré le fait qu'il y avait 12 signes. Donc voilà, ça dépend un peu du type du projet, je dirais. Et juste sur le côté historique, je sais que moi, par exemple, pour Porcelaine sous les ruines, je voulais faire un style de romance historique, mais j'ai choisi de le placer dans le futur, justement parce que ça me terrifiait en fait. Déjà, la flemme de faire les recherches, mais surtout, moi, tu vois, je pense que j'arriverais pas à faire ça juste genre à préciser parce que je crois que j'aurais trop peur qu'à un moment, il y a un petit truc auquel j'ai pas pensé et que j'ai mis dans mon histoire et qui crée une énorme incohérence au niveau historique, Ah ouais, mais... qui fasse tomber tout le reste de l'intrigue, tu vois. Alors moi, du coup, j'ai exactement la même peur et du coup, j'ai trouvé une petite astuce. En gros, il y a des petits détails, ça se passe à Paris, mon histoire, des petits détails qui font genre, c'est pas tout à fait le réel, enfin, il y a des petits jeux de mots et tout, histoire de faire genre, ah, bah, tel détail historique n'est pas exact, c'est fait exprès. Mais je trouve ça cool du coup, un peu Marie. parce que moi, pareil, enfin, moi, j'admire beaucoup les auteurs qui arrivent à écrire des romans historiques ou ce genre de choses. Enfin, moi, ça me paraît être le double de travail par rapport à un roman. C'est ça, parce que c'est infini. Je me dis effectivement, pour le moindre vêtement, tu décris un bouton, tu dois vérifier que la matière du bouton que tu es en train de décrire était bien utilisée pour les boutons à cet endroit-là, à cette période-là, dans ce milieu social, et que c'était bien teint de cette couleur. Enfin, pour moi, je me dis, je devrais faire. Ou même tu décris, j'en sais rien, un insecte qui vole. Là, tu dis, est-ce que cet insecte, il n'a pas été importé plus tard par des trucs, enfin, tu sais pas, des espèces végétales. Enfin, tout est à vérifier, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, j'ai pas hâte de ma V1, honnêtement. En termes de recherche, c'est costaud, quoi. Mm. Et toi, Léa? Moi, j'ai tendance à faire plutôt mes recherches au fil de l'eau. Et d'ailleurs, c'est un gouffre de procrastination dans lequel j'adore me jeter à corps perdu. Non, mais vraiment. Ouais, genre, j'écris un truc et là, je me dis ah, tiens, mais quelle plante, à partir de quelle plante on peut faire du savon? Parce qu'à un moment, mon héroïne lave ses vêtements dans un ruisseau. Et là, putain, je vous jure, en plus, moi, j'adore les plantes, comment on peut les utiliser pour faire des trucs et tout. Mais je suis tombée dans un gouffre. Enfin, vraiment, je savais quoi faire avec du savon avec 10 milliards de trucs. Totalement inutile pour une scène dans mon roman. Mais bref, voilà. J'ai plutôt tendance à faire au fur et à mesure comme ça. Et voilà, par contre, il y a un truc sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches avant de me lancer dans mon projet, c'est que moi, c'est un univers de fantasy jeunesse. Il y a de la magie, évidemment, comme dans beaucoup de trucs de fantasy. Et toute ma magie est construite, c'est un truc qui est très à la mode en ce moment. J'ai vu plein de romans imaginaires avec ça, des runes, en fait. Un peu inspirées de la mythologie nordique, mais pas non plus complètement. Et du coup, ça, c'est un truc qui me passionne, moi, qui me passionne de base, un peu comme Laetitia avec l'alpinisme, les runes. J'ai plein de bouquins à la maison, j'avais plein de bouquins sur le sujet. Et en fait, ça me passionne parce que c'est à la fois une langue et des symboles un peu comme les idéogrammes qu'on utilise en Asie, quoi. Et du coup, j'ai utilisé tout ce que j'avais déjà en termes de documentation chez moi, plus j'ai rajouté des choses. Laure m'a offert une très belle Bible des runes de chez Le Duc, qui est toujours dans ma bibliothèque avec tous mes autres ouvrages de documentation. Et grâce à tout ça, j'ai créé mon système de magie avant vraiment de me lancer dans l'histoire. Mais c'est un peu le seul truc que j'ai fait en vrai. Parce que je me disais, bon, il faut que mon système de magie soit un peu carré pour que je puisse écrire. Mais j'ai pas fait beaucoup plus de recherches en vrai avant de me lancer. Voilà. Ouais. Je sais que là, par exemple, pour le roman que j'aurais envie d'écrire,
J'ai beaucoup de mal pour l'instant à définir quelle va en être l'histoire exacte, mais je sais que je voudrais que ça parle notamment des monstres, les monstres sous le lit, dans le placard, etc. Et sur un plan un peu aussi psychologique, qu'est-ce que ça dit des gens. Et, euh, et là, j'ai fait une table ronde sur les imaginales qui était absolument passionnante sur les fantômes, avec un anthropologue et un psychologue. C'était génial. Et c'est un psychologue qui étudie notamment voilà, les personnes qui voient des fantômes. Et en gros, qu'est-ce que ça dit de leur psyché plutôt que de se dire est-ce que c'est vrai ou pas, mais qu'est-ce que ça révèle d'eux-mêmes en fait. Et du coup, je suis allée le voir à la fin en lui disant, mais dans la même idée, est-ce que vous étudiez aussi cette idée-là de monstres dans la chambre et tout? Et il m'a dit oui, alors en fait, ça fait partie d'une grande catégorie, c'est les bedroom visitors, et que tel chercheur à Harvard a étudié, si tu veux aller lire. Et donc, je vais aller faire des recherches là-dessus, mais plus en exploration, pour essayer de m'aiguiller sur l'histoire que je pourrais vouloir écrire. C'est peut-être une autre forme de recherche encore. Ou un autre stade encore plus précoce. C'est une recherche par... Peut-être que ça va faire une recherche par sérendipité, tu vois, ça va t'amener à des thématiques que tu n'aurais pas vues avant. Exactement. Et vous avez dit des trucs, les filles, qui m'ont fait tilter sur d'autres questions que je n'avais pas imaginées. Marie, tu as dit, j'ai fait des recherches sur les signes astrologiques pour voir aussi ce que je gardais et ce que je gardais pas. Parce que c'est vrai que quand on construit son univers, c'est pas parce que d'un coup tu découvres tout un champ que tu es obligé de tout garder et de coller à tout. Alors comment est-ce qu'on fait la part des choses? Comment on décide ce qu'on garde du réel et ce qu'on écarte pour aller dans son propre univers? Ben, en fait, moi, c'est ce que je me disais tout à l'heure, c'est que je trouve que la phase de documentation, c'est un peu comme la fiche personnage. C'est que on amasse beaucoup de données et au final, la fiche personnage, on va en retenir que ce qui est utile à l'histoire. Je pense que les recherches, c'est un peu ça. Enfin, par exemple, on peut, par exemple, pour donner une histoire, une idée, je peux me documenter sur toutes les lampes qui existent au 19e siècle ou tout le système de luminaires. Mais de toute façon, moi, ça se passe à Paris, dans telle maison, je sais pas quoi. Du coup, je vais devoir écarter tous les. Je suis partie complètement, je sais pas. Enfin, bref, je vais être obligée de garder un certain type de documentation. Et bah, c'est bien, ça m'aura appris plein de choses sur la lumière au 19e siècle, mais on ne pourra pas tout garder parce que ça ne sera pas utile dans l'histoire et il n'y aura pas forcément d'endroit où le mettre non plus. Léa, je crois que tu voulais dire un truc aussi. Non, moi je voulais dire que je trouvais ça hyper intéressant, ce truc de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas aussi. Et ça m'évoquait quelque chose en fait que j'ai vécu en faisant des recherches sur mon roman, qui était un truc extrêmement déceptif. Est-ce que vous connaissez tous ce trope de il y a des gens qui prennent volontairement des petites doses de poison pour se rendre insensibles à cette substance et donc si jamais ils sont empoisonnés, ne pas en subir les effets. C'est un trope qu'on trouve dans 10 milliards d'œuvres et en fait en faisant quelques recherches sur le poison, j'ai découvert que c'était une totale hallucination et que dans le monde réel, ça ne se produit pas en fait. C'est vraiment un truc de fiction quoi. On peut très bien prendre des mini-doses d'arsenic tous les jours, c'est pas pour ça que le jour où on nous empoisonnera, en fait avec une dose létale, notre corps sera capable de le traiter. Par contre, on peut prendre des trucs qui vont faire que l'organisme il aide le corps à rejeter la substance nocive. Et je me suis dit, mais c'est dingue le nombre d'œuvres dans lesquelles on retrouve ce trope qui est en fait complètement faux dans le monde réel. Et je me suis posé la question, est-ce que du coup, j'ai envie de garder ce trope qui est faux dans mon roman ou est-ce que j'ai envie d'écrire un truc réaliste? On s'en fout un peu, c'est de la fantaisie en plus mon truc. Mais du coup, de dire, bah non, en fait, ce truc-là, c'est faux, ça n'existe pas. Et donc, du coup, je vais pas faire que, j'en sais rien, mon héroïne ou tel personnage a pris toute sa vie des petites doses de poison pour être insensible au poison parce que c'est pas vrai. Et c'était un vrai questionnement, pas éthique, mais c'est un vrai questionnement pour moi, quoi. Est-ce que je mets le truc faux ou est-ce que voilà. Du coup, les recherches, des fois, c'est triste. On se heurte à, on se heurte à des dilemmes. Voilà. Et du coup, ça me donne l'idée de personnage qui serait trop marrante. C'est un personnage qui, justement, pendant des années, prend des petites doses de poison et tout. Parce qu'il a une sur là-dessus. Et en fait, il se fait empoisonner comme un con. Il meurt. Oui. Oui, non, mais voilà. C'est, bref. Mais la trahison, quoi. Tu as dit un truc et évidemment, j'ai oublié. Mais oui, si tu as dit,
je voulais faire un truc réaliste, mais bon, on s'en fout, c'est de la fantaisie. Sauf que je pense qu'on s'en fout, en fait. Et du coup, la question que je voulais poser, c'était ça. Quand on n'écrit pas dans un contexte justement qui est réaliste, qui est historique, qu'on écrit dans un monde totalement imaginaire, à quoi ça sert de faire des recherches et de coller à une certaine forme de vraisemblance? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, pourquoi est-ce qu'un auteur pourrait pas dire, bah, je m'en fous, c'est de la fantaisie, si je veux que... Ta gueule, c'est magique. Ouais, voilà. Oui, bah, c'est ça. Ouais. TGCM. Mais ça va encore plus loin que le ta gueule, c'est magique, je trouve, parce que ça, c'est dans les systèmes de magie où t'as pas tout expliqué. Mais je sais pas, je dis n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est une question des règles de l'univers que tu as posées, tu vois. Si tes humains ils fonctionnent comme des humains normaux, même dans ton univers de fantasy, bah normalement, ils peuvent pas résister à une dose de poison, enfin comme vient de l'expliquer Léa. Non? En fait, je me dis... Vas-y, Léa. Non, je voulais dire, oui, c'est comme tu dis, ça dépend des règles de ton univers, en fait. Si à un moment tu dis, voilà, il y a des... Enfin, je pense à des univers de fantasy qui sont très réalistes comme Game of Thrones. Généralement, quand tu as un petit truc qui va dévier des règles de l'humanité telles qu'on la connaît, c'est présenté, c'est expliqué un peu comme un fait pour que toi, en tant que lecteur, tu aies conscience que ça fonctionne pas comme nous, en fait. Et du coup, tu l'acceptes dans la narration parce que ça a été expliqué. Ouais. Par contre, je pense qu'on n'aurait pas forcément besoin de ce genre d'explication dans un monde beaucoup plus magique où tout est entouré d'un... Dès le début, c'est acté que les humains, ils fonctionnent pas vraiment comme nous et tout. Mais comme c'est souvent beaucoup de l'implicite entre, j'ai l'impression, le texte et le lecteur, c'est pas facile d'être très objectif sur ça, quoi. Ouais. Je trouve que c'est intéressant, tu as dit le mot, genre dès le début, c'est acté. Et je pense que c'est un peu ce truc-là, c'est un peu le contrat que tu fais avec le lecteur, où même si ton univers, il est complètement fantasque, avec des règles, mais du coup, il y a quand même le mot règles qui sont très floues, mais il y a quand même ces règles-là et tu as quand même besoin de les poser. Et pour pouvoir les poser, tu as besoin de t'être toi-même posé face à ton univers et de te dire, ok, bah, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et pour ça, d'avoir fait un peu de recherche, peut-être intérieure, du coup, comme tu disais, Léa, sur comment ton univers se tient, quoi. Mais, je crois qu'il y a un truc qui est quand même aussi important, c'est de voir qu'est-ce qui est important pour votre histoire. Parce que je sais qu'il y a aussi pas mal d'auteurs débutants qui se perdent parfois un peu dans les recherches, à vouloir savoir absolument toute la faune et la flore de leur univers, comment fonctionnent les toilettes. Il y a toujours un peu cette blague en fantaisie de oui, mais quand ils font des grandes aventures, machin, quand est-ce qu'ils vont aux toilettes, machin. Et il y en a qui disent qu'il faut absolument le savoir, j'imagine. Comme Laetitia a bugué, je complète la phrase en attendant qu'elle nous revienne. Il faut absolument le savoir. Bravo, on avait la bonne réponse. Mais Laetitia, on s'en fiche un peu. Justement, tu parlais de toutes les recherches que tu as faites sur l'alpinisme et tout. En quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu n'as pas gardé? Pourquoi, en fait, tu avais envie de faire ces recherches et d'avoir une forme de vraisemblance? Parce que tu aurais très bien pu te dire, bah moi, ma montagne, les gens, ils s'enfoncent pas dans la neige, et puis la gravité marche pas pareil, donc si on tombe, c'est pas bien grave. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que tu avais envie quand même de garder cette vraisemblance? C'est une bonne question. Je sais pas si j'ai la réponse. Pourquoi est-ce que ça t'a aidé à écrire ton histoire derrière, tu vois? Je te dis, moi, c'était aussi beaucoup pour une histoire d'ambiance, de tout ça, en fait. Puis c'était vraiment, enfin moi, c'est vraiment à l'origine du projet, quoi. J'avais envie de mêler l'alpinisme parce que ça me captive. Ces histoires de... En fait, le réel me captive autour de ce sujet. Ces gens qui sont prêts à risquer littéralement leur vie juste pour aller en haut d'une montagne, c'est quand même improbable, quoi. Et en même temps, j'adore la fantasy, donc j'avais envie de rajouter de la magie là-dedans et tout ça. Mais moi, c'était aussi beaucoup à la base de mon projet, quoi, de mêler cette discipline-là avec de l'imaginaire. Et du coup, les endroits où tu as mis de la magie, ils viennent contredire, entre guillemets, cette vraisemblance-là, ou est-ce qu'il y a des endroits où tu as dû faire des entorses au réel? Ou est-ce que c'est un spoiler? Je ne sais pas si c'est un spoiler, mais en tout cas, j'ai réfléchi la magie en fonction de ça. Okay. Notamment sur les hautes montagnes, il y a une question d'oxygène. Donc, il me fallait une magie qui permette de faire de l'oxygène. Il faut se réchauffer aussi. Il y a les alpinistes, ils montent avec en gros, des chaufferettes. Oh là là. Oups. Voilà. On a perdu Laetitia, c'est pas par un bug informatique, mais par un bug d'oxygène. Vocal.
Je suis désolée, je suis malade en fait toujours et du coup c'est compliqué de parler longtemps. Mais vous avez compris l'idée, je crois. Merci Laetitia. Léa, tu voulais intervenir aussi? Ouais, je voulais juste dire, c'est hyper intéressant ce que Laetitia a dit parce que et moi je pense que la raison pour laquelle elle a conservé ce truc très réaliste autour de la montagne, c'est parce qu'en fait, le vrai antagoniste de son roman, c'est la montagne. Et il faut que la montagne, elle présente comme dans la vraie vie en fait, des vrais enjeux scénaristiques forts pour empêcher les personnages de progresser parce que quand on fait de l'alpinisme, en fait, on avance contre la montagne bien plus souvent qu'avec elle. Et du coup, en fait, tous ces trucs très réalistes, c'est les enjeux scénaristiques qui viennent contre les personnages pour les empêcher d'arriver au sommet, sinon ça serait trop facile, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment lié à ça, pour avoir bêta lu le roman et tout. Le réalisme, il est vraiment là, quoi. Enfin, dans ce truc de c'est l'antagoniste et il faut qu'il soit à la hauteur des héros pour les empêcher de progresser. Ouais. Et tu parlais aussi, Laetitia, de l'écueil de jeunes auteurs qui se perdent dans des recherches, alors plus d'invention peut-être, et ça c'est du côté du world building, et peut-être qu'il faudra d'ailleurs qu'on fasse un épisode là-dessus un jour, sur comment on construit des mondes imaginaires, ou même pas imaginaires, mais tout ce que ça suppose. Mais je pensais aussi à un autre écueil, qui est justement que quand tu as fait plein de recherches, que tu as envie de les mettre dans le roman. Parce que tu as passé tellement de temps dessus, tu as récolté plein de trucs cool et hyper intéressants et tout, et du coup, ça arrive ouais, tu as envie de le dire aux gens, quoi, alors que c'est plus très utile à l'histoire. Tu as plein de petits darlings, en fait, que tu veux absolument mettre dans l'histoire. Ouais, les darlings dont tu parles, Marie, c'est le fameux kill your darlings. Des petites choses qui ne servent pas forcément, mais qu'on a envie de garder. Et je trouve que sur les recherches, ça apparaît relativement souvent dans des manuscrits que je peux lire. Et que c'est un vrai écueil, quoi. D'arriver à se dire, j'ai fait 10 jours entiers de recherche sur un sujet, mais en fait, je vais garder que 3 détails, parce que tout le reste ne sert pas l'histoire, et tant pis. Sinon, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça que les recherches, elles peuvent aussi arriver après l'histoire. Enfin, on n'est pas obligé de commencer par ça. Sauf si on fait un roman historique réaliste. Ouais, carrément. Mais Christelle, quand tu disais que tu vois les endroits, c'est par exemple un moment où l'auteur en herbe, du coup, se perd et vient raconter une anecdote qui n'a plus rien à voir. C'est que ça dévie trop du récit principal. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'était presque des parenthèses dans le récit, des le saviez-vous. Ouais. Genre, je pense à des manuscrits un peu récits de vie où les gens vont dire j'étais allée acheter ce CD au supermarché du coin de ce fameux chanteur des années 80 qui s'appelait comme ceci et portait cette tenue et qui passait à telle heure à la télé avec les parents. Enfin, en fait, tu n'as pas besoin de savoir tout ça, mais ils ont envie de te l'apprendre. En fait. Et je trouve que quand on passe dans l'éducatif, presque, ça te sort du récit, quoi. Exactement. Je vois exactement ce que tu veux dire parce que j'ai eu un peu le cas. J'ai une mini anecdote sur mon roman à sortir, justement. J'avais fait je voulais utiliser un mot un peu technique. Et en fait, effectivement, il y a juste un moment où j'avais pas assez, on va dire, vulgarisé le truc. Et j'avais pourtant vraiment fait plein de recherches et tout. C'était sur les séracs, bref. Et on a finalement, j'ai carrément viré le mot. C'est-à-dire qu'à force de vouloir essayer d'expliquer à mon éditrice, parce qu'en gros, dans le manuscrit, il fallait. J'essayais de trouver une phrase pour expliquer. J'ai passé des heures à faire cette phrase pour expliquer le putain de sérac. Et à chaque fois, la personne suivante qui lisait rebutait sur le même truc, la correctrice. Mais je comprends pas. Si c'est au bout du glacier, que le glacier bouge, comment ça, un glacier, ça bouge? Je fais OK. Et au bout de c'est la base. Je l'ai réécrit 3 fois et au bout de la 3e personne qui était là, mais comment ça, un glacier, ça bouge? Je comprends rien. J'ai fait OK, tu sais quoi? J'enlève. J'ai enlevé la phrase parce que c'était pas compréhensible en fait. Et du coup, c'était pas essentiel si tu as pu l'enlever. Non, c'était juste plaisir. Oui. Je suis en train de dire la définition du sérac, effectivement, c'est très abstrait. Mais ça, c'est triste parce que tu vois, c'est de grande taille, formé par la fracturation, entre parenthèses, dépassement du seuil de plasticité de la glace, fermé la parenthèse d'un glacier. Oui, effectivement, je comprends pourquoi tu as passé du temps sur cette définition. Ça, c'est hyper frustrant et je pense que c'est la peur de tous les auteurs
d'écrire un roman, là comme Laetitia, voilà, avec un gros fond d'alpinisme, et de tomber sur un lecteur qui est super expert du domaine, qui va arriver devant toi et qui va faire bon, j'ai lu, c'était cool, par contre ça va pas, ça c'est nul, ça c'est complètement irréaliste, nanana, et toi de te prendre tout dans la gueule et de te dire oh mon dieu, mais vraiment, et moi j'imagine la scène et je me dis mais ça doit être vraiment hyper dur, parce que en fait, comme Laetitia a dit, des fois tu es obligé de t'arranger un peu avec la réalité juste pour que ce soit compréhensible pour des néophytes, en fait, et des domaines où les choses elles deviennent très vite compliquées. Il y en a énormément, en fait. Enfin, dès que tu parles un peu d'un sujet, tu veux un peu parler d'un sujet en profondeur, les choses elles sont jamais simples, elles sont toujours complexes, quoi. Du coup, ouais, je pense que trouver le bon équilibre, c'est hyper compliqué. Ça m'est un peu arrivé, enfin ça m'est pas arrivé comme ça, mais sur Du thé pour les fantômes, ça se passe dans le sud de la France. Et ça se passe aussi dans l'arrière-pays. Et moi, je connais parce que, bon, j'y allais en voiture avec mes parents, mais je connais pas exactement la topographie des lieux et tout. Je suis jamais allée en randonnée dans la vallée des Merveilles, etc. Donc, j'ai quand même fait sur Google Maps plein de recherches, de trajets, comment on fait pour aller en voiture par là, par quelle ville on passe et tout. Mais sauf que j'ai des passages qui se passent aussi il y a quelques décennies. Et donc, peut-être qu'à l'époque, les routes n'étaient pas pareilles et tout. Et bref, j'ai quand même écrit mon roman tel que je pensais que c'était à peu près juste. Et puis, l'été dernier, je me retrouve en salon du livre, justement dans l'arrière-pays, à côté d'un monsieur qui est conteur de la Vallée des Merveilles, qui connaît toutes les légendes du coin et tout, là, c'est vraiment chez lui. Et je lui dis, mais il faut absolument que vous lisiez mon livre et que vous me disiez, bon, c'était un peu tard, mais si j'ai fait des grosses erreurs, quoi. Et alors, il l'a lu et très gentiment, il m'avait renvoyé un mail en me disant que, bon, il y avait quelques petites erreurs, mais que c'était pas si grave, mais que par contre, il y avait un truc où géographiquement ça marchait pas, c'est qu'il fallait que mes personnages passent par le village de Tende pour descendre. Et dit non, en fait, on passe pas du tout par Tende, c'est impossible, c'est de l'autre côté, c'est dans l'autre vallée. Et genre, j'avais pas que ça. Et donc, du coup, à la réimpression, j'ai juste changé ça, j'ai changé le nom du village, j'en ai mis un autre. Ok. Mais du coup, ça m'amène à une autre question. Quelles ressources vous utilisez? Parce que là, en l'occurrence, j'ai parlé à un monsieur qui était spécialiste, mais vous, est-ce que vous avez des ressources fétiches? Ou est-ce que vous commencez, par exemple, toujours par un livre? Est-ce que Google est votre ami, Wikipédia, des films, des docus, des gens, des personnes ressources? Comment est-ce que vous organisez ça déjà, ou est-ce que vous faites en fonction des sujets? Est-ce que vous avez des anecdotes? Racontez-moi un petit peu. Moi, j'ai une anecdote rigolote que je crois que je me demande si je ne l'ai pas déjà raconté, mais je ne crois pas. Vous me direz tout de suite, vous me couperez en mode turadote. Mais j'avais une scène médicale à écrire dans une fanfiction. Et c'était du coup un médecin qui s'adresse à un patient, et donc lui parle son jargon médical. Moi, je ne connais rien au jargon médical. Et en gros, il fallait que le médecin dise au patient, tu as perdu trop de sang et tu t'es évanoui. Parce que quand on perd un certain nombre de litres de sang, c'est très peu d'ailleurs. Enfin, du coup, j'avais cherché sur Internet, il faut perdre très peu de sang en fait pour être sous-alimenté en sang. Voilà. Et du coup, j'avais aucune idée de comment on disait ça médicalement. Et heureusement, j'avais à ce moment-là quelqu'un dans mon entourage qui était médecin généraliste. Et donc, je suis allée la voir et je lui ai dit, la meuf creepy, oui, alors c'est quoi le terme exact pour quand on va mourir parce qu'on a perdu trop de temps? Et donc, elle m'a dit que quand c'était un choc hypovolémique sanguin, ça s'appelle comme ça. Et du coup, très contente, j'ai écrit ça dans ma fanfiction. Et je pense que voilà, si j'avais dû faire la recherche moi-même sur Internet, j'aurais pas trop compris. Et là, elle a su vraiment m'expliquer en détail pourquoi on disait hypovolémique. Hypo, c'est dessous, volémique, c'est le volume. Et sanguin, de sang, en gros, elle m'a expliqué pourquoi on utilise ce terme précis en médecine, etc., etc. Tu peux faire des chocs hypovolémiques de plein de choses, du coup, quand ton corps, il est en sous, machin. Et ça m'a permis de vraiment comprendre. Et du coup, de faire que dans mon histoire, le médecin s'exprime quand même assez naturellement et utilise ce terme de manière assez fluide dans sa phrase et tout. Et c'était cool, quoi. Voilà, c'était ma petite anecdote technique. C'est vrai que ça, c'est le gros cliché de l'auteur qui est toujours en train de faire des recherches sur combien de temps met un cadavre à se décomposer, tuer quelqu'un de manière discrète, avec des historiques de recherche un peu suspects. Normalement, c'est ton historique de recherche qui est suspect, mais si tu poses les questions aux gens de ton entourage, là, tu deviens suspect tout de suite beaucoup plus. Ouais, est-ce que vous avez des ressources de base que vous utilisez, vers lesquelles vous allez plus directement à chaque fois? Alors moi, de façon extrêmement professionnelle, Reddit. Des subreddits avec des sujets hyper spécifiques où j'aime bien traîner. Sinon, j'aime bien aussi découvrir des blogs de gens passionnés par un sujet très spécifique.
que je garde. Mm. Et tu fais comment pour les trouver? Bah, en fait, souvent, c'est je cherche un truc en particulier, je tombe sur un article et du coup, ça me permet de remonter jusqu'au blog. Sinon, bibliothèque aussi. Ouais. Et du coup, est-ce que vous vous êtes déjà déplacé sur des lieux pour Oui. aller voir à quoi ça ressemble, vous vous inspirez? Léa, tu dis oui? Ouais, mais si je vous raconte ça, je vais enfin pas cramer mon anecdote pour la fin, mais je peux vous le raconter maintenant en vrai si vous voulez. Moi, il m'est déjà toujours, dans l'écriture de fanfiction, je suis fan d'un univers, où toute l'histoire se déroule à Londres et du coup, à chaque fois que je vais à Londres, consciemment, je fais du repérage, pour, que mes décors, ils soient, pas le plus réaliste possible, mais pour, m'imprégner, un peu, de l'univers. Et ce qui est cool, c'est qu'en plus, ça a été un lieu de tournage, parce que, non seulement, cet univers dont je parle, c'est un roman, mais c'est aussi une série. Et ce qui est très marrant, c'est que sur tous ces lieux de tournage dans la ville, les gens cachent des petites choses. Donc non seulement, tu peux aller, t'inspirer, sur les lieux, où se passent les scènes, du roman ou de la série, voir, si par exemple, tu veux faire que tes personnages, ils aillent au parc, est-ce qu'il y a un parc à côté, des endroits où ils sont censés vivre et cetera et cetera. Ou alors aller vraiment sur les lieux, qu'on voit et souvent sur les lieux qu'on voit, il y a les gens laissent des petites photos, scotchées derrière les bancs, des petits messages, des petits cadeaux et tout et du coup, enfin j'aime trop, ce côté, communauté de fans et tout, on s'inspire les uns les autres en fait. Mais voilà, c'était une petite anecdote rigolote, sur le fait que j'aime bien aller à Londres, pour m'inspirer quoi. Donc oui, je me déplace pour, voilà. Mais c'est pas spécifiquement pour, une recherche. Enfin, c'est plus, m'imprégner, quoi. Et je me disais, par exemple, Laure, quand tu écris des fanfictions, je sais pas si tu as déjà écrit des fanfictions, par exemple, sur des membres d'un groupe de musique ou quoi, mais est-ce que ça demande aussi des recherches, tu vois, je me dis? Parce que là, pour le coup, tu prends des personnes réelles, ou est-ce qu'on s'en fout complètement et... Franchement, globalement, on s'en fout un peu. Ouais. Non, mais après, ça dépend. Non, mais j'ai répondu comme ça. Moi, je m'en foutais un peu. En plus, quand j'ai écrit sur des personnes réelles, j'étais ado, quoi. Donc, j'étais pas. Enfin, voilà. Mm. Je pense qu'à partir du moment où déjà tu fais ça, il n'y a aucun respect pour les personnes réelles. Enfin, non, mais je veux dire, voilà, tu sais que. Enfin, vraiment, le contrat, Ouais, le truc est hyper clair. C'est juste de la pure, du pur ton fantasme de fantasme. cette personne, ouais, c'est ça. Vraiment, il n'y a rien de. Donc, limite essayer de le coller plus vrai que nature serait encore plus gênant, je trouve. Mais ouais. Ouais, je vois. Moi, la fois où je me suis vraiment déplacée, enfin, du thé pour les fantômes, ça se passe à Nice et tout, donc forcément, dès que j'y allais, j'essayais de me réimprégner des lieux, mais c'était plus pour aussi de l'ambiance, ou même regarder un peu les petites rues, comment elles étaient, etc. Ce qui donnait des idées de description aussi, qui les rendaient plus vivantes. Mais la vraie recherche que j'ai fait, effectivement, c'est que je suis allée aux archives de Nice, parce que je savais que je voulais que mon héroïne, en fait, soit aussi archiviste. Et donc, je suis allée aux archives régionales, je crois, d'abord, parce que c'est celles que je connaissais, que j'ai vues sur Google. Donc, je suis arrivée dans une espèce d'énorme bâtiment tout moche, au bord d'une autoroute. J'ai été accueillie par une très gentille personne qui s'appelait Marina, et qui, du coup, a inspiré le personnage de Marine dans le roman, qui m'a expliqué tout le fonctionnement des archives. Franchement, elle a pris 1 heure pour m'expliquer. Elle m'a montré des photos de comment c'était en haut, dans les allées. Elle m'a expliqué quand ça s'appelait des allées, des épis, des travées, le rangement et tout. Donc, elle m'a expliqué tout le vocabulaire. Et elle m'a dit, mais en fait... je lui ai expliqué un peu pourquoi je faisais ces recherches. Elle m'a dit, mais il y a d'autres archives, beaucoup plus anciennes, parce que nous, c'est que depuis, je crois, l'année 80. Et si vous voulez des archives beaucoup plus anciennes, ce sera aux archives de Nice, qui, elles, sont dans le centre-ville. Et je ne savais même pas que celui existait, et j'y suis allée. Et là, c'est un bâtiment magnifique du 19e siècle. À l'intérieur, c'est des dorures, des coupoles et tout. Là, c'est vraiment les vieilles archives. Et là, j'ai à nouveau eu des personnes qui m'ont expliqué comment elles fonctionnaient et qui m'ont raconté des histoires de fous qu'en fait, il y a des archives qui disparaissent parce que les gens les brûlent exprès. Genre, notamment des mères corrompues, par exemple, qui ne veulent pas qu'on vienne de leur magouille, ce genre de choses. Et en fait, j'ai utilisé du coup les 2 lieux dans l'histoire. Et on trouve ces 2 lieux. Donc voilà, j'aurais jamais eu toutes ces idées-là pour mon roman si j'étais pas allée sur ces lieux.
Petite question annexe. J'en profite pour dire que donc j'ai préparé cet épisode dans le train de retour des Imaginales, où je suis tombée à côté de Barbara Mayol, qui est une jeune autrice et modératrice de table ronde sur les Imaginales, et donc qui m'a aidée à préparer cet épisode très gentiment avec le demi-neurone qui me restait suite au salon. Et c'est elle qui a suggéré cette question, qui m'a posé question d'ailleurs. C'est comment est-ce que vous vérifiez vos informations? Puisque moi, j'avoue que je fais confiance. Les archives, ils m'ont dit des trucs complètement faux. Je me dis, c'est leur métier, je les écoute, quoi. Est-ce que vous pensez à vérifier quand même vos infos ou juste est-ce que vous allez vers des ressources déjà fiables de base? Mais qu'est-ce qui est fiable dans ce monde? Ouais. Google, bof, Ouais. la subjectivité des gens, même si c'est leur métier, c'est compliqué. Ouais, je sais pas, moi je pense que l'essentiel c'est de croiser plusieurs choses, et si toutes les choses vont dans le même sens, ça veut dire que globalement t'es plutôt sur la bonne voie. Mais ouais. Ça dépend de la source que tu vas chercher aussi. Par exemple, bon, une source sur Reddit, moi je vais aller cross-checker le truc, alors que si c'est un livre que j'ai trouvé en bibliothèque, voilà, je vais avoir tendance à faire confiance. Pareil. Ouais. Et est-ce que vous organisez vos recherches? Est-ce que vous avez des favoris dans lesquels vous gardez des sites sur lesquels vous voulez revenir? Est-ce que vous gardez ça quelque part ou juste vous l'intégrez dans le récit et ça passe ensuite? Moi, j'ai une chaîne Discord sur laquelle je poste tous les trucs sur lesquels je tombe et qui pourraient soit m'inspirer, soit m'aider pour mes recherches. Donc, en gros, j'ai une espèce de chaîne spéciale où je mets tous mes liens et comme ça, quand j'ai besoin, je peux les retrouver avec une recherche. Waouh, t'es organisé de ouf. Ouais. Ouais, enfin, Moi, vraiment, je copie-colle le lien et je clique sur entrée et c'est le bordel dans la liste. Hein. Laetitia, c'est pas. Mais je les laisse quand même en archive. Au moins, tu as une trace, c'est déjà pas mal. Ouais. Moi, je fais ça en schlag. Hein. Moi, j'ai des liens que je colle, je copie-colle dans un document avec, voilà, avec la thématique que c'est et j'affine après. Moi, je suis vraiment bête. Je fais jamais tout ça et je passe du coup des heures à fouiller mon historique. Parce que vous voyez ou pas ce genre de truc? Genre, je me souviens que pour Lou, j'avais particulièrement, j'avais été lire un espèce de traité de botanique locale sur les plantes du Médoc. Ouais. Enfin, vraiment, voilà. Tu nous en avais déjà parlé, je me rappelle de ce truc-là. Voilà. Et je l'avais perdu, donc j'avais dû aller refouiller tout mon historique. Attends, c'était à quelle période que je cherchais ça? Enfin, parce que c'était un tout truc ça pour que les noms de plantes restent pas à la fin en plus, je crois. Ou il y en a que très peu qui restent ou un truc comme ça dans le roman. Bah forcément, il en reste un peu, mais oui, bah, il reste pas tout le traité, heureusement pour tout le monde. T'imagines? Là, pour le coup, on est dans le cas de figure éducatif de... Le saviez-vous? Le saviez-vous? On trouve des ajoncs dans les serres de la Gironde. Bref. Moi, à une époque, j'avais fait un dossier dans mes favoris, tout simplement. Je mettais en favori dans ce même dossier les liens que j'avais. Et puis pour Porcelaine sous les ruines, je m'étais dit, ça serait marrant vraiment de garder tous les sites que je suis allée visiter pendant l'écriture. Et j'ai même imaginé un truc, mais complètement fantasmatique, que j'aurais jamais fait de ma vie parce que la flemme. Mais je me disais, ça serait intéressant d'exposer, en fait, à un moment. J'imaginerais bien, genre, qu'est-ce qui a servi à l'écriture d'un roman, tu vois? Et tu rentrerais dans une pièce et tu aurais, genre, en imprimé tous les sites que l'auteur a visité pour écrire ce roman. Et du coup, j'ai commencé à faire un document Word dans lequel il y a genre 12 liens, ce qui est peut-être un centième de tout ce que j'ai visité, puisque j'ai oublié après. Et voilà, c'était plus pour un truc a posteriori, comme presque faire une trace ou un souvenir, mais pas forcément pour y avoir un nouveau recours. Et dernière question, avant de passer à nos petites anecdotes de recherche insolite. Est-ce que vous faites bêta-lire vos textes par des spécialistes de certains sujets? Est-ce que vous avez recours à des experts sur des trucs? C'est par exemple, moi, pour du thé pour les fantômes, j'avais fait relire des passages à une amie qui travaille dans le thé, dans la culture du thé, et qui m'avait aidé à peaufiner ou à enlever des petites erreurs que j'avais faites. Alors, j'ai fait relire ma méthode de japonais par un japonais. C'est très bien. Et ben, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Mais à part ça, ça m'est pas. Enfin, j'ai pas encore été dans le cas de figure. Ok. Bah, Et du coup,
Ouais. Bah, vas-y, Letty. Non, pardon, moi j'allais dire, moi j'avoue que j'avais envisagé, mais je connais personne en fait qui fait de l'alpinisme. Mais si j'avais connu quelqu'un qui en faisait dans mon entourage, j'avais pensé, mais bon. En vrai, après, comme on l'a dit, c'est aussi de la fantaisie. Donc en vrai, il m'aurait aussi dit, ah mais là, c'est pas possible, on n'a pas besoin d'oxygène à ce niveau-là normalement. Mais en fait, J'en ai besoin. ouais, vous voyez, Moi, j'en bon, ai besoin pour le scénario. voilà. Donc en fait, faut pas trop chercher le réalisme non plus, quoi. Et vous, Léa et Marie? Non, moi j'avoue que j'ai jamais fait relire, mais après ça, c'était pas des histoires sur un sujet hyper, enfin c'était de l'imaginaire, donc voilà, j'avais pas forcément d'experts dans mon entourage à qui faire relire. Et Léa, non plus? Bah moi, pas sur mes projets originaux, mais par contre sur mes fanfictions, elles sont quasi toutes relues par des bêta-lecteurs qui du coup sont dans le même fandom que moi et connaissent très bien cet univers sur le bout des doigts et peuvent me dire s'il y a des incohérences, des personnages qui seraient pas, enfin qui pour eux sont incohérents ou correspondent pas à leur idée ou enfin qui peuvent me faire un retour, mais pour le coup c'est hyper particulier quoi. C'est pas du tout un spécialiste d'un domaine, enfin quelque part c'est des spécialistes du domaine dans lequel j'écris, de l'univers plutôt, c'est pas des spécialistes d'un domaine sur lequel j'écris. Donc voilà. Et on va passer à nos recherches insolites. Alors peut-être qu'on peut commencer, parce que ça, Léa, tu as oublié de nous raconter l'anecdote quand on parlait d'aller poser des questions à des gens. Oui. Tu connais un auteur qui s'est retrouvé dans une drôle de situation? Oui, Laetitia était avec moi, donc elle peut témoigner que tout est vrai. J'ai un ami qui a écrit un roman publié. La scène d'ouverture, c'est une scène de crime, enfin tout du moins il y a un cadavre, celui d'une femme vêtue de cuir de la tête aux pieds avec un masque, des talons hauts, une cravache dans la main, bref, une dominatrix, qui est morte sur le sol de son appartement et les pompiers, en ouvrant la porte de l'appartement, découvrent dans sa chambre un gars complètement bâillonné et ligoté, à moitié mort de soif. Et en gros, ça peut pas être lui qui a commis le crime, donc comment cette nana est morte. Et bref, il y a tout un truc autour du BDSM dans la scène d'ouverture de ce roman et qui va être important dans le roman. Et il se trouve que l'auteur du roman n'avait jamais pratiqué le BDSM. Et donc, c'est dit, avec toute la confiance qu'on a quand on est un jeune auteur, eh ben moi, je vais écrire un petit mail à quelqu'un qui pratique ce métier et on va se rencontrer et je vais lui poser toutes mes questions. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris sa plus belle plume pour écrire à une maîtresse BDSM professionnelle qui, du coup, l'a retrouvé autour d'un verre et pensait bien sûr que ce charmant jeune homme timide n'avait d'autre idée en tête que cette écriture de roman n'était qu'un prétexte et qu'il voulait juste passer un très bon moment en sa compagnie. Et donc là, il a été obligé de lui dire « Mais non, madame, j'écris vraiment un roman et je veux vraiment que vous m'expliquiez comment ça fonctionne les cordes et j'ai besoin de votre expertise dans le domaine en tout bien, tout honneur, vous voyez. » Et du coup, cette anecdote est incroyable et cette dame est dans les remerciements du roman à la fin. Voilà. Et moi, je me dis, mais vraiment, les gens, ils vont se mettre dans des traquenards hilarants pour faire des recherches, quoi. C'est génial. Enfin, voilà. Je note quand même qu'une autrice n'aurait sans doute pas fait la même chose dans un milieu masculin. Ouais. Oui, c'est un peu plus grand. Oui. Ouais. Alors c'est parti. Qui veut nous exposer une recherche insolite qu'elle a faite? On essaye de deviner à quoi ça lui a servi dans le roman ou dans le texte. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Moi, j'ai contacté mon beau-frère qui travaille dans les trains pour lui demander, dans les années 80, je crois, quelle était la couleur des sièges et de la moquette dans les trains qui circulaient dans le sud-ouest de la France. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fumé? La moquette des trains. Pardon, je voulais juste faire cette vanne nulle. Donc du coup, il faut qu'on devine pourquoi tu lui as posé la question, c'est ça? Ouais. Mais c'est hyper précis. C'est hyper précis, ouais. C'était pour ça la couleur de la moquette. Ouais, des sièges et tout. Et est-ce qu'il y avait aussi est-ce qu'il y avait l'organisation des... Oui, j'avais fait aussi des recherches pour voir les plans des rames, en fait. Comment étaient orientés les sièges? Est-ce que c'était, vous savez, des sièges face à face ou déjà des sièges côte à côte ou carré famille ou que sais-je? Attends, déjà, c'est pour je pense que porcelaine?
Non, c'est pour du thé pour les fantômes, c'est sûr, c'était dans le sud de la France. Ouais, c'est pour du thé. C'est la scène où elles vont, du coup, sans spoiler, mais tes héroïnes vont en Espagne, et du coup, c'était pour que ce soit réaliste le trajet en train, c'est ça? Ouais, Enfin, exactement. ouais. Alors, j'ai aussi fait des recherches sur le trajet en train, combien de temps ça mettait à l'époque et tout. Mais effectivement, j'avais juste une phrase de description où je voulais. Et d'ailleurs, j'ai un chapitre qui s'appelle Carré famille, je crois. Ah oui. Parce que je voulais qu'elle soit assise en quinconce dans le carré famille. Et pour ma description, je voulais ça. Et je voulais aussi décrire les couleurs des sièges autour d'elle. Et que ce soit la vraie couleur de l'époque. Et donc, voilà. J'ai passé, je pense, une demi-journée pour peut-être écrire une phrase à la fin. Et du coup, il a retrouvé ou pas la couleur? Moi, je me pose la question. Ouais. Est-ce qu'il y a des archives et tout? Ouais. Putain, Oui. la vache. C'est impressionnant. Ok. Voilà. Pour un truc qui n'a rien à voir avec les trains en soi. Qui d'autre? Bah, moi, si vous voulez, mais c'est pas hyper original. Vous allez voir, ça revient à un peu un truc qu'on a évoqué, qu'on a dit tout rapidement tout à l'heure, que tous les auteurs cherchent. Mais je vais vous le. C'est pour. Enfin, je vous dis pour quel roman c'est ou pas? Bah, d'abord, Dis-nous, peut-être comme indice. D'abord l'indice. On- Donc, ce que j'ai cherché dans Google, c'est Green Boots. Mais je ne sais pas si qui que ce soit connaît ça ici. Green Boot. Green Boots. Ouais. Grim comme G-R-I-M. Green. Les Bah, bottes comme la vertes. couleur. Les bottes vertes. Des bottes vertes. Les bottes vertes en anglais, ouais, c'est ça. C'est pour Maudite, du coup, c'est pour Ouais, c'est ça. l'alpinisme. Pour Maudite, c'est un truc Ouais. d'alpiniste, du coup. Ouais. C'est un accessoire d'alpinisme. Non, c'est un truc très glauque. Est-ce que c'est quand on retrouve des corps et qu'ils ont Je sais, c'est les cadavres, c'est ça. Putain, j'allais le dire. Ah ouais? C'est un des mecs, c'est un des cadavres sur l'Everest, c'est ça? C'est ça, c'est le Ouais. cadavre, c'est le cadavre le plus connu de l'Everest en fait, Ouais. effectivement. Ils servent de point de repère en fait, comme c'est que du blanc dans la montagne. C'est Les ça, cadavres qui- servent de point de repère aux gens qui Ah, font. et il a des bottes vertes aux pieds. Ouais. C'est ça. D'accord, moi j'étais partie sur en fait les cadavres qui meurent de froid, ils ont les pieds verts. Et donc, Non, du coup, ils gèlent, donc ils Rien sont à voir. figés éternellement. C'est vraiment horrible. Et Genre, du ils coup, sont le gars, il gelés est. Ouais, c'est ça. Mais il y a que ses potes ou il y a lui? Non, il y a tout. Non, en fait, c'est Il- trop mignonne, Marie. Ah non, mais vraie question. non, en fait, Non, mais oui, il y a tout. en fait, le froid et l'altitude, ça momifie les cadavres et donc il reste des cadavres. En fait, la question c'était c'était combien d'années en fait? Est-ce que c'est crédible qu'ils croisent un cadavre de plus d'une centaine d'années? Mon éditrice me disait mais non, c'est impossible. Et je dis mais je t'assure que sur l'Everest, il y a des C'est cadavres possible. qui datent des premières ascensions en fait. Oui. Oui. Et donc j'ai dû voilà, du moins ça rechercher dans mon historique. Plusieurs fois, vraiment de nombreuses fois cette anecdote parce que personne ne me croyait. Mais du coup, ça c'est hyper intéressant parce que même dans un univers de fantasy où on peut se dire bah, les cadavres ils sont conservés plus longtemps, tu avais assez de règles avec une montagne plus ou moins réaliste pour qu'on te dise mais non, c'est pas possible et que du coup ça enlève de la crédibilité à ton histoire. Quoi. Et que du coup, là, la réalité est venue confirmer. À dépasser Mm. la fiction, encore une fois. Ouais. Claire. C'est ça. Laure, Ouais, moi, vous allez aller dans les méandres de mon esprit pervers, bienvenue, de l'esprit pervers que j'avais quand j'avais 20 ans. Mais du coup, les recherches les plus insolites que j'ai fait, je pense, c'était pour savoir est-ce qu'on risquait quelque chose et où est-ce qu'on risquait quelque chose pour des relations incestueuses entre frères et sœurs. Voilà. Légalement, tu veux dire? Est-ce que légalement... Ah oui, ok. Ouais, ok. voilà. Ok. Ok. Et alors? Tout le monde veut savoir du coup. Et alors, à l'époque, ce que j'avais trouvé, en tout cas, c'était qu'en France, ça semblait OK, mais en Allemagne, il y avait un truc qui séparait. Enfin, il y avait des dispositions légales pour séparer les frères et sœurs incestueux. Ok. Mais est-ce que, du coup, je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, ça m'a toujours fasciné ce truc de se dire, en fait, il y a des gens qui sont frères et sœurs et qui ne le savent pas et qui peuvent potentiellement se retrouver en couple par un doigt du destin. C'est un épisode de très Doctor rapidement. House. Ouais, il y a un épisode. En vrai, c'est un espèce de trope de fiction. Il y a plein d'histoires avec ce truc-là. Et je me dis, en fait, si tu le sais pas, déjà, c'est un choc terrible, je pense, psychologiquement, quand tu l'apprends. Parce que tu perds un compagnon, tu trouves. Et surtout, du coup,
il n'y a aucun cadre légal autour de ça, quoi, à part visiblement en Allemagne, mais enfin, je Ouais, trouve que c'est particulièrement une vraie l'Allemagne qui question, m'intéressait du coup, puisque c'était ouais. pour Tokyo Hotel. Ah. J'aurais jamais retrouvé. Ok. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ça me rappelle, j'avais fait plein de recherches pour Dernier jour d'un monde oublié parce que j'ai mon histoire de main là, de sorcière qui doit Oui. gérer la consanguinité et tout. Je disais, mais alors, est-ce que Sur ça l'île, me ouais. cette histoire parce que si finalement, et j'avais découvert qu'en fait, genre, le meilleure configuration génétiquement parlant, c'était pas d'être super éloigné, ni d'être frère et sœur, mais d'être cousin au 3e degré. Genre, c'est ça qui a amené la meilleure diversité génétique et tout. Et bref, et du coup, j'étais vachement emmerdée parce que moi, je voulais qu'on évite vachement la consanguinité et tout. Je voulais voir si des bébés difformes, ça pouvait naître, de trucs. Enfin bref. Et d'ailleurs, cette anecdote, ça me rappelle que quand je suis allée en Islande, j'ai découvert que comme c'est un pays hyper reculé avec une population qui n'a pas beaucoup d'immigration, où tout le monde est globalement un peu cousin, il y a vraiment un truc hyper strict autour de ça parce que du coup, tu peux très vite te marier avec un cousin au 1er ou au 2e degré sans même le savoir, vu que tout le monde est lié en fait génétiquement. Et c'est hyper intéressant et ça m'avait rappelé dernier jour d'ailleurs Chris avec la main qui du coup est un peu le gouvernement où tu peux aller sur un site internet et voir hyper précisément qui sont les gens de qui tu es le plus proche et le plus éloigné génétiquement et j'avais trouvé ça un peu ouf, genre je m'étais dit mais en France jamais ça existerait, ça on est beaucoup trop nombreux, il y a beaucoup trop de brassage et tout. Alors que dans certains pays, c'est un vrai sujet, quoi. Bref, parenthèse fermée. Mais je m'étais du coup énormément inspirée de l'Islande. J'avais fait beaucoup de recherches là-dessus. Ouais, voilà. Donc effectivement, ces espèces de registres des généalogies, ça m'a inspiré pour mon personnage de la main. Ok. Marie? Alors moi, je peux parler en gros d'un site dont je m'inspire et qui est une source inépuisable de joie. Ça s'appelle le Bottin Mondain. En fait, c'est en gros, j'ai découvert ça parce que y a un livre qui s'appelle et qui fait hurler de rire, s'appelle le Manuel du BCBG et c'est comment tu te tiens en bonne société traditionnelle. Et en fait, moi, c'est un truc dont je me sers beaucoup pour mon roman en cours parce que mon héros est dans une famille, voilà, très traditionnelle, etc. Et du coup, je me suis abonnée à la newsletter du Bottin Mondain pour savoir combien de couverts tu as quand tu reçois, voilà, quelles sont les règles de bonne société, etc. Voilà. Et donc c'est pour ton roman actuel pour. Ouais, c'est pour mon roman actuel. Et je trouve ça incroyable de voir à quel point on peut se compliquer la vie pour une question de standing. Ça me fascine. Vraiment, je trouve ça incroyable. Ah ouais, non, mais ouais. Je suis d'accord avec toi, Marie, c'est fascinant. Ça me fait penser à Bridgerton avec toutes leurs règles. Oui, oui, c'est ça, ouais. C'est un peu comme quand t'es enfant et que tu joues à la dinette, mais t'es adulte et t'as plus de dinettes, quoi. Et d'ailleurs, juste sur les Bridgerton, petite parenthèse, mais un peu liée, j'ai vu qu'il y a, bon, c'est pas vraiment un spoiler, il y avait plein de gens qui râlaient parce que justement, dans cette première partie de la 3e saison, il y a plein de règles qui ont été établies dans les saisons précédentes et qui n'ont pas été respectées. Et que, du coup, le diamant et tout non, pour par exemple le fait que toute la première saison est basée sur le fait qu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés ne peuvent pas se retrouver seuls sans chaperon, sinon c'est déshonneur, ils sont obligés de se marier. Et là, c'est vrai que dans la 3e saison, il y a plein de moments où Colin et Pénélope, de manière très fortuite et sympa pour les scénaristes, se retrouvent tout seuls et ça pose problème à personne. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont amis de base et ils sont pas dans un contexte de dating. Parce que quand ils se retrouvent dans les balles, c'est vraiment genre le dating de l'époque, quoi. Non? Moi, je l'ai compris comme... Moi, mon cerveau a... Directement... De quoi? En même temps, je pense que si... Enfin, il y a certaines scènes où s'ils avaient été découverts, ça aurait été gênant. Oui, bah alors, évidemment. Il la cache aussi dans son bureau à un moment. Ouais, oui, il y a la scène... Quand ils sont tous seuls dans son bureau, je pense que si quelqu'un s'en rendait compte... Et d'ailleurs, elle le suit gentiment, mais elle lui dit est-ce que c'est une bonne idée? Ouais. Ouais, c'est pas tout à fait écarté, je suis assez d'accord. Et il y a des scènes aussi où on voit, ils font quand même des plans sur la gouvernante qui accompagne Pénélope à plein d'endroits. Genre, à un moment, ils sont sous un arbre et tu vois qu'elle est juste à côté. Elle est derrière, Ouais, il y a... Bon. Ouais. Voilà, juste pour dire que quand on a établi des règles, oui, même si les Bridgerton, c'est pas tout à fait historique, donc à la limite, on s'en fout. Mais quand même, comme c'est une règle qui a été établie dans les saisons précédentes, c'est important de la garder, qu'elle soit réaliste. Et Léa?
Ouh là là. Alors, je ne sais pas si je peux vous faire deviner. En vrai, j'ai un peu grillé ma cartouche avec une anecdote que du coup j'ai racontée plus tôt. Mais par contre, je peux vous dire un truc vraiment flippant, enfin pas flippant, mais où j'ai très vite refermé les fenêtres en fait. À un moment, bref, je voulais, vous savez, des fois, dans les trucs où il y a de la mythologie, on fait des espèces de cercles d'invocation sur les murs pour invoquer des entités, des machins et tout. Et en gros, j'avais juste besoin d'infos sur ça, à quoi ça ressemble et tout. Et du coup, j'ai commencé à taper invoquer machin des esprits ou quoi. Et je sais pas pourquoi, mais les premiers trucs, ça m'a mis, je crois que c'était Quora. Vous voyez, ce site où tu peux poser toutes les questions de la Terre et les gens y répondent. C'est un peu un prix Reddit. Et vraiment, là, je me suis dit, ouais, là, il y a une frange de l'humanité. J'aurais pas dû poser cette question parce que j'ai découvert des trucs de gens qui étaient là. Oui, l'autre jour, j'ai invoqué tel esprit et machin, et qui te décrivaient des listes longues comme ça et tout. Et je me suis dit, ouais, il y a vraiment des gens qui sont à fond et qui partagent des trucs sur Internet. Bon, voilà, il y a tout sur Internet et tout, mais vraiment hyper premier degré. Et je suis tombée dans cette. Enfin, je me suis dit, voilà, il y a vraiment une faille de l'univers. Et j'ai vite refermé en fait parce que je me suis dit, est-ce que c'est des gens qui racontent tout ça premier degré, deuxième degré, 30 millième degré, je savais pas. Et ouais, des fois, tu peux tomber sur des trucs vraiment chelous en faisant des recherches. C'est ça ma conclusion des trucs que t'as pas forcément envie de lire. Ouais, Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de tomber sur des trucs et de faire non, en fait, je vais refermer cette fenêtre et aller ailleurs. Ouais, pour Dernier jour d'un monde oublié, j'avais donc. Bon, ça pour le coup, c'est un spoiler, mais tant pis. Bon, l'un de mes personnages a une maladie, en fait, elle est la peau qui se couvre petit à petit d'écailles. Et en fait, je sais même plus comment je suis tombée dessus ou quelle recherche je faisais exactement, mais je me suis rendu compte que c'était une vraie maladie. Ouais. Alors, ça ressemble pas exactement à des écailles de serpent comme je l'ai décrit dans le roman, mais c'est vraiment, je sais plus le nom que ça, c'est vraiment un peu comme de la peau de tortue, en fait, et qui est grise, etc. Et du coup, pour mes descriptions, ça m'était utile, mais en même temps, c'était vraiment très dur à regarder. Ces espèces de corps, du coup, à moitié mutilés par leur maladie. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu... on tombe sur des trucs un peu dégueux. Mais ça me faisait penser, ça m'a toujours beaucoup fait penser à, c'est un peu un spoil, mais en vrai, c'est un peu il y a un peu de prescription. Ce que Jorah, il a dans Game of Thrones, qui est aussi une forme de pétrification. Et quand je lisais ton roman, ça m'y faisait beaucoup penser. Je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est inspiré par la même pathologie dans le monde réel, en fait. Ouais. C'est possible. D'ailleurs, c'est possible que ça m'ait inconsciemment inspiré, puisque j'étais à fond dans la période Game of Thrones, mais tu vois, j'avais même pas pensé. Ah ouais? C'est marrant. C'est marrant. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a peu fait le tour du sujet. Est-ce qu'on donne un mot à nos auditeurs? Oui, sérendipité. Marie, elle a dit ça tout à l'heure. J'étais là, waouh, Marie, c'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi, sérendipité, Marie? Parce que je sais Alors, pas. ça veut dire trouver quelque chose en cherchant quelque chose d'autre, pour vraiment résumer. Genre la découverte de la pénicilline, je crois que c'était ça. Ouais. Genre, ils cherchaient complètement autre chose et ils se sont aperçus qu'ils avaient réussi à faire de la Ouais, c'est ça. Waouh, c'est peut-être un peu compliqué, non? Parce que je pensais à Je sais pas, mais Serac, mais c'est pas beaucoup moins compliqué. Je sais pas comment ça s'écrit, à vrai dire. Marie a dit dinette aussi, sinon. Ah, Ouais, c'est Tout simplement. Vous pouvez nous mettre des fourchettes, des couteaux et des assiettes. c'est ça. Mettez-nous des petits emojis d'assiettes ou parlez-nous de dinette dans vos commentaires pour nous dire que vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Et on a dépassé les 1000 abonnés sur YouTube, on est presque à 1000 abonnés sur Spotify. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est trop cool. Merci encore d'être venus nous voir pendant les Imaginales pour nous dire de vive voix à quel point vous aimez notre podcast. Et merci du fond du cœur. On est toutes très, très reconnaissantes. Je ne sais pas si c'est le dernier épisode de la saison ou pas, en fait. Je vous avoue. Parce que si on en refait un début juillet, ben, il va falloir qu'on se recale une date. C'est pas évident. En même temps, si on n'en fait pas début juillet, ça fait 3 mois de pause jusqu'à septembre. Donc peut-être à la rentrée. Ce sera la surprise. Mais en tout cas, si c'est notre dernier épisode de la saison, merci de nous avoir suivis pendant toute cette année. On reviendra à la rentrée avec plein de nouvelles idées. Et on espère un peu plus de voix et d'énergie que cette fois-ci. Et puis, on vous dit à très bientôt. On vous souhaite bon courage dans vos projets d'écriture, des bonnes sessions d'écriture pendant l'été. Et merci encore de nous suivre. Salut! Merci. Salut!